Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief quotidien comme on va en faire quotidiennement jusqu'au deuxième tour des élections législatives. Aujourd'hui, on voulait vous parler du débat qui aura lieu ce soir. Donc un grand débat qui est organisé par euh, TF1, pardon, j'allais dire France Télévisions, mais non. C'est TF1, c'est le premier, on va dire, grand débat pour les législatives. Il y en aura deux avant l'élection de dimanche. Le deuxième aura lieu jeudi et est organisé par France Télévisions. Alors, celui d'aujourd'hui, c'est Manuel Bompard, Jordan Bardella et Gabriel Attal qui vont débattre ensemble. Jeudi, ce sera Olivier Faure, Attal et Bardella. Et normalement, il y en a deux qui sont déjà prévus la semaine prochaine, avec toujours Attal et Bardella. Et pour le Front populaire, Marine Tondelier sur BFM, et puis après Fabien Roussel. Alors, déjà, je vais vous donner un peu les tambouilles parce que j'ai discuté avec des gens de France Télévisions qui m'ont dit, en gros, pourquoi est-ce que ça commence par Manuel Bompard? C'est parce que en gros, ils ont décidé, la stratégie est assez simple, c'est de dire le premier débat, c'est le débat qui est le plus vu. Bon, c'est une stratégie qu'on voit un autre. Donc, comme c'est nous les plus forts, qui avons le plus de députés, etc., c'est nous le premier groupe dans l'Assemblée nationale sortante, c'est nous qu'allons commencer. Et donc, du coup, ils ont proposé Manuel Bompard. Donc, c'est Manuel Bompard qui fait ce premier débat. Il y a un espèce de un truc qui revient, c'est avec insistance, notamment de la part de Gabriel Attal et de Jordan Bardella, c'est de dire, mais nous, on voudrait débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Ils l'ont dit tous les deux, à des moments différents dans la campagne. Euh, D'ailleurs, ça rentre en résonance avec l'insistance avec laquelle Jean-Luc Mélenchon essaye de se placer au poste de Premier ministre. Donc, il le dit à chaque fois qu'il est prêt, il est prêt, il est prêt. Genre, et puis, ça sera un insoumis Premier ministre, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est assez intéressant parce que, en vérité, la tactique politique vraiment de base de Gabriel Attal et du Rassemblement national, c'est d'agiter un chiffon rouge. C'est-à-dire qu'il voit très bien que dans les sondages d'opinion, Jean-Luc Mélenchon est une des personnalités politiques les plus détestées par les Français et les Françaises. Ils savent très bien qu'il y a une partie des électeurs qui pourraient voter Nouveau Front Populaire et qui ne le feront pas. Je ne parle pas de la proportion, en fait, de cette catégorie de Français qui pourraient voter Front Populaire et qui ne le font pas, mais elle existe, qui ne voteront pas parce que genre il y a eu cette alliance avec la France Insoumise et que la France Insoumise, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, est particulièrement démonétisée en ce moment et la cible de nombreuses attaques, notamment sur la question de l'antisémitisme. Donc en fait, ils passent leur temps à agiter ce truc en disant mais nous on voudrait débattre avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils savent très bien que à la fin des fins ça desservira le Front populaire, non pas sur le fond de ce qui pourrait se raconter, mais parce que aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, qu'on le veuille ou non, est devenu un épouvantail quand on parle du Front populaire. Oui, c'est évident ce que tu viens de dire que s'il demande à parler avec Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas extrêmement rassembleur en ce moment. Je crois qu'il y a cette première question autour de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une deuxième question qui est en fait un peu plus le fond de l'affaire, c'est la question de extrême gauche, extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est dit que le nouveau Front populaire, c'est l'extrême gauche, ça passe moyen. Quand il est dit que LFI, c'est l'extrême gauche, là, ça devient plus possible. Et donc, en fait, pour Gabriel Attal, avoir Jean-Luc Mélenchon, c'est une manière de dire, ben, vous voyez, je combats deux extrêmes. Et pour Jordan Bardella, c'est une manière de dire, je ne suis pas... je ne suis pas plus extrémiste que ce monsieur. Donc, chacun y voit son intérêt. Il y a à la fois ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est fait pour écarter un certain nombre de personnes. Alors, au premier et au second tour, c'est-à-dire qu'il y aura ceux qui ne voudront pas voter pour des candidats du nouveau Front populaire au premier tour, mais il y a aussi tous ceux qui ne voudront pas se désister au second tour. C'est-à-dire que si l'on en croit ceux qui se présentent, il y aura véritablement trois blocs, et ceux qui ne font pas partie des blocs
vont disparaître du paysage, hein. C'est quand même assez impressionnant, les sondages qui sortent, hein. C'est 20%. Pour le plus bas, c'est la Macronie autour de 20. Et puis après, poum, on descend à un chiffre très petit qui est les LR. Puis après, on descend à 1%, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, véritablement, il y aura trois blocs qui vont totalement tout absorber, 95%, 80 des voix. Et donc, on va avoir des seconds tours avec, s'il y a un taux de participation conséquent, ce qu'on a calculé ensemble avec Pablo, 12,5% à 65% de participation, ça fait à peu près, il faut faire 20% pour passer au second tour. Les Mais enfin, votants. oui, 20%, c'est pas mal. 20%, c'est à peu près le chiffre qui est donné à la Macronie. Ça veut dire qu'il y a des endroits où les macronistes sont en situation, je dirais, de force, où est installé. Non, ils vont faire de meilleurs scores que ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits où ils ne pourront pas se maintenir au second tour. Et que donc, dans ces circonstances, dans ces circonscriptions-là, la question du désistement va se poser. Et donc là, il leur faut préparer cet argument, et l'argument qui est en train de poindre, c'est on ne se désistera pas pour l'extrême gauche, donc on ne se désistera pas pour LFI. Donc, je pense que là se joue cette question de l'identification. C'est pas simplement l'identification du nouveau Front populaire à Jean-Luc Mélenchon, c'est l'identification du nouveau Front populaire à Jean-Luc Mélenchon, à LFI, à l'extrême gauche et aussi à l'antisémitisme. Alors, je pense que l'opération antisémitisme, bon, elle commence à être un peu usée. Par contre, l'opération extrême gauche, celle-là, je pense qu'elle n'est pas tout à fait usée. Et il faut dire que LFI a fait tout ce qu'elle a pu pour conforter cette idée, en fait, hein, par des pratiques qui apparaissent comme complètement dingotes et bon, même des investitures, etc., qui confortent l'alliance, enfin le lien en fait entre LFI et l'extrême gauche. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est cette question de la diabolisation. Aujourd'hui, il y a une vraie, tentative, de la part de plusieurs espaces de la société, que ce soit des espaces politiques ou des espaces médiatiques d'ailleurs, de diaboliser, le nouveau Front populaire en passant, par la France insoumise. À ça, il y a plusieurs stratégies en fait, qui s'offrent à ceux, qui, sont diabolisés. En fait, j'en vois surtout 2. C'est soit, ben, vous dites: «Bah, c'est super qu'on soit diabolisés parce que de toute façon, nous, on est en rupture, nous, on a raison et ils ont tort» et puis, la dynamique va se créer précisément autour de cette diabolisation puisque les gens en ont marre, les gens sont en colère et Ça, je pense que c'est la proposition qui est portée aujourd'hui par, la France insoumise. Mais il y en a une autre, voilà, proposition, pour se dédiaboliser. Ça a été d'ailleurs celle du Rassemblement, national, hein, toutes choses étant égales par ailleurs, bien évidemment. C'est de dire: «Bah non, écoutez, nous ne sommes pas à diaboliser puisque nous portons des cravates, puisque nous parlons calmement, puisque nous pouvons parler avec tout le monde, et n'importe qui et cetera». Enfin, c'est-à-dire Oui, c'est du la président de l'Assemblée nationale. voilà, exactement. C'est la stratégie de la respectabilisation et donc de l'inscription, exactement à l'inverse de assumer la diabolisation, c'est l'inscription justement dans tous les cadres où auparavant, ben, ils étaient, totalement, duquel ils étaient totalement, desquels ils étaient totalement exclus, comme par exemple le champ médiatique. Le champ, on le voit bien à l'œuvre depuis maintenant, des années. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à être des interlocuteurs, valables et à part, Libération et Le Monde qui refusent encore aujourd'hui de leur ouvrir leurs colonnes, tout le monde considère que c'est normal d'inviter, une personnalité, d'extrême droite dans sa matinale, qui dans son machin. Bon après il y a aussi des obligations, réglementaires, enfin liées à l'Arcom et cetera. Mais enfin et que n'ont pas, Le Monde et Libération, hein, en tant que journaux papier. Mais quand même, on voit bien qu'il s'agit de les traiter normalement, et de les traiter, comme les autres. Et d'ailleurs, eux prennent un malin plaisir en fait, enfin, ou plutôt, ils le font avec énormément d'intelligence, ils essayent d'apparaître, comme les autres, ils refusent qu'on les traite de racistes, là où, genre, quand Jean-Marie Le Pen on traitait de raciste, ils disaient: «Oui, oui, bah, ouais», il en avait rien à foutre, genre d'être diabolisé et donc voilà et en fait et le problème, c'est que ces 2 stratégies, et c'est là qu'il y a un problème à l'intérieur même des différentes sensibilités de la gauche, c'est que la France insoumise, ils assument en fait la diabolisation.
lorsque, les autres composantes, de la gauche et j'ai même envie de dire les autres composantes de la gauche au sens large, en dehors aussi, du champ, politique, hein, syndical, associatif et cetera, les intellectuels, les mouvements sociaux, eh ben, ils sont pas trop d'accord en fait. Ils sont pas trop d'accord avec cette stratégie. Ils ont pas envie en fait, d'être diabolisés, ils ont pas envie en fait d'être écartés, par, des stigmates comme le mot extrême, gauche, comme le mot antisémite et cetera. Ils ont pas envie en fait de subir ça et donc c'est forcément à cet endroit-là que ça bloque. D'autant plus que et j'en finirai là-dessus, si on parle du rapport aux médias, il s'avère que la stratégie de diabolisation et enfin, quand tu veux être diabolisé, quand on a rien à foutre d'être diabolisé, quand on a rien à foutre d'être respectable, ça marche très bien, en fait, pour les médias et du coup, Jean-Luc Mélenchon, il est invité partout dans les médias. Il est invité, sur TF1, il est invité dans C'est à vous, il va être invité, sur M6, les gens prient pour qu'il vienne à la radio et cetera, pour avoir, le cri, de Jean-Luc Mélenchon et cetera. Idem pour, les insoumis, c'est-à-dire que leur coup d'éclat, à l'Assemblée, nationale, pour ce qui concerne les députés ou, leur sortie, sur, les réseaux sociaux, ça fait du clic, d'une part et d'autre part, ça permet à des médias, qui adorent en fait ces clivages à la con, où tout le monde se hurle dessus et ça leur permet de générer, ils imaginent générer, de l'audience et cetera. C'est-à-dire que c'est un peu, du coup, la stratégie d'irrespectabilité permet aussi, d'avoir accès à, de nombre des espaces mainstream. Mmh. Oh, mais c'est tout à fait exact. Ils font de l'image. Ils permettent de raconter des histoires parce que la vie parlementaire au jour le jour, c'est pas hyper, hyper rigolo. Donc, en faisant des esclandres, ils permettent d'alimenter, de participer au storytelling que cherchent à fabriquer les journaux pour tenir en haleine, pour que les gens reviennent voir BFM ou CNews, parce qu'il va se passer quelque chose, il s'est passé quelque chose, il se passera quelque chose. Donc c'est certain qu'ils sont tout à fait raccord avec ça. Mais tu vois, ce que je trouve, d'abord, ce que tu as, le mot que tu as employé tout à l'heure, c'est le mot stigmate. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait, porte au revers de sa veste le triangle rouge qui était le triangle qui était apposé aux déportés politiques pendant dans l'époque nazie. Et c'est une sorte, le fait qu'il est en permanence, un peu comme sa légion d'honneur à lui, c'est le triangle rouge. C'est-à-dire, c'est je porte, j'affirme et je retourne le stigmate. C'est-à-dire, ce qui était stigmatisant, j'en fais un élément de fierté et d'affirmation. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui, dans l'histoire de la gauche, dans l'histoire des mouvements sociaux, n'est pas du tout marginal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de luttes qui se sont appuyées sur le renversement du stigmate et qui ont au contraire porté haut et fort des revendications, des identités plutôt que des revendications stigmatisantes. Et on le voit, et ça, c'est très Notamment, important. par exemple, la lutte des PD. Et l'histoire Exactement. des luttes homosexuelles, genre, elle est faite de ce retournement de stigmate permanent. Absolument, absolument. Et d'ailleurs de la fierté, la gay pride, qui est aussi la fierté d'être et d'affirmer ce qui était avant tu, caché, honteux, et que l'on va affirmer dans l'espace public, au contraire, plutôt que de rester caché. Et cette stratégie de l'affirmation, elle se retrouve dans un autre élément de la culture de France insoumise, qui est on ne recule jamais, on ne s'excuse jamais, c'est-à-dire, on dit n'importe quoi, on dit une grosse connerie, peu importe, on l'assume. Ouais. Alors ça donne des fois des choses un peu gaguesques, hein. Mathilde Panot devant argumenter qu'elle est mieux que Léon Blum, qu'elle est plus forte que Léon Blum. C'est un moment d'anthologie, quoi, parce que c'est une espèce de connerie. Et on a vu aussi avec l'histoire de ne pas vouloir caractériser les actes du 7 octobre, ils ont pris une mauvaise position et jusqu'au bout, ils ont tenu cette position, jusqu'à ce qu'il y ait la dissolution, qu'il faille que tout le monde se mette d'accord. Et là, bon, d'un seul coup, il a fallu qu'ils admettent la reconnaissance du caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre. C'est-à-dire qu'en fait, la France insoumise, elle en a fait une sorte de culture qui est le retournement du stigmate, l'affirmation permanente, etc. Et
ce que je trouve, moi, ce qui me trouble, en fait, c'est que c'est aussi quelque chose qui, d'abord, ne tombe pas du ciel, ne vient pas de nulle part, et par ailleurs, c'est quelque chose qui donne de la force dans les combats et peut parler notamment à une certaine jeunesse qui a besoin de choses un peu carrées, tac, tac, tac. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qui sont extrêmement pénibles, extrêmement désagréables. Bon, la République, c'est lui et toutes ces bêtises mais tiens, sur les histoires antisémites. Ah, vous dites que je suis antisémite? Eh ben, toutes les 15 jours, je vais vous en sortir une bien grosse qui est vraiment très tendancieuse et très problématique, histoire de dire je ne recule pas, je ne renonce pas et je vais vous raconter que Eichmann est le professeur de Nibamala, que les journalistes du Monde et de Mediapart ils sont Mossad, etc., etc. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas directement antisémites, mais qui montrent que Jean-Luc Mélenchon il fait un doigt d'honneur à tous ceux qui disent qu'il est antisémite. Au lieu de dire stop, il en rajoute une louche. Ouais, Mais ce que je dis là aussi, c'est que ça s'inscrit dans une histoire des luttes et qui marche avec notre temps d'hystérisation pour une part, mais fonctionne aussi avec une jeunesse qui veut s'engager de manière radicale, comme par exemple ACT UP a pu l'être il y a 30 ans. ouais, je voudrais juste finir sur un petit mot, parce que c'est intéressant ce que tu parles de cette histoire du retournement de stigmates dans, les luttes, on va dire de la gauche au sens large, Et mais international, hein, c'est des et histoires. international. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont enfin, beaucoup de ces luttes sont des luttes minoritaires et Non, en mouvement ouvrier, enfin oui, si tu veux, tu peux les dire que mouvements ouvriers, est-ce qu'il y avait vraiment un retournement de stigmates? bah, tout à fait. Alors c'est là, OK. je suis désolée, je vous le dirai demain parce que c'est une histoire de notamment des luttes des ouvriers américains à la fin du 19e siècle qui avaient retourné le stigmate, mais il faut que je le retrouve. OK. Voilà, donc Non, parce c'est que moi, je voulais parler en fait du risque que de s'enfermer dans. Enfin, si je prends par exemple une histoire que je connais et parce que je me suis documenté dessus et que moi-même j'ai l'impression d'en être genre à un bout, hein, à mon humble place hein, de militant, la question des luttes homosexuelles, je vois à quel point euh, le il est important en fait qu'elles restent minoritaires. Genre, et qu'elles n'ont pas vocation à devenir majoritaires. La lutte pour les homosexuels, le retournement de stigmates, c'est une façon d'interroger la société, des choses qui sont très importantes et qui peuvent valoir pour tous, hein, notamment, un des moteurs de la lutte, des luttes homosexuelles, c'était l'égalité, évidemment, mais tout en restant minoritaire. C'est-à-dire qu'il y avait pas il y a jamais eu vocation à accueillir 67 millions de gens qui rejoignent ACT UP, tu vois. Enfin, c'était mmh, pas le but, tu vois. Le but, c'était de lancer des alertes, c'était de peser en fait dans le débat public sans jamais devenir majoritaire. Et c'est ça le problème que je vois aujourd'hui avec la France Insoumise, c'est que évidemment qu'ils ont une utilité dans la façon dont ils mènent certaines luttes de très haute volée, de très haute intensité. Le seul problème, c'est qu'on leur demande bien évidemment de mener ces luttes et c'est très important. Mais il leur est aussi demandé, et ça c'est le peuple de gauche qui le demande, de participer à une dynamique majoritaire. Et ils ne peuvent pas faire abstraction du fait que, bon bah ok, la façon dont ils se mobilisent sur Gaza, bravo, ils ont réussi à tenir la dragée haute à tout ce qui était dit, raconté depuis le 7 octobre sur la question de Gaza. Mais on leur demande pas que ça, on leur demande aussi de pouvoir prendre le pouvoir et donc de faire une proposition qui rassemble au-delà et avec des et notamment formellement et sur le fond et sur ce qu'ils mettent en avant de pouvoir à ce que genre une majorité de Français et même pas une majorité de Français, en fait tous les Français et les Françaises parce que c'est ça, on oublie parfois, on a l'impression qu'on va gagner avec 51%. Bah non mon gars, en fait, on gagne pas avec 51%. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella dans sa et, c'est une phrase terrible qui est maintenant une tarte à la crème de tous ceux qui veulent prendre le pouvoir. Je serai le Premier ministre de tous les Français ou je serai le président de tous les Français. Mais en vérité, cette tarte à la crème complètement con, elle a aussi une réalité, une vérité. Lorsqu'on prend le pouvoir, on le prend pour tout le monde. mmh. Non, non, mais je suis totalement d'accord, c'est qu'il y a une espèce de confusion entre l'activisme
Louis Boyard, l'activiste, c'est très bien. Est-ce que Louis Boyard, député, c'est la même chose? Je pense que là, il faut comprendre que on change de registre et que le registre de la politique, c'est aussi un registre du rassemblement, en fait, de la conviction et du rassemblement et pas simplement celle du happening. Et c'est certain que ça, je crois que il y a une espèce de confusion des genres qui n'est pas éclaircie à la France insoumise. Et je ne sais pas comment elle va s'éclaircir, hein, parce que pour l'instant, c'est vraiment ça qui domine et qu'il n'y a Mmh. pas vraiment de lieu pour en tirer le bilan. Je pense qu'il va bien falloir qu'ils en fassent quand même un peu le bilan à l'issue de cette séquence, parce que quand même, en 2 ans où ils ont porté ça à leur paroxysme, bah, ils se sont quand même vachement discrédités, quoi. Enfin, ils ont perdu beaucoup de leur impact dans la société, et au point que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui apparaît comme un boulet, alors que son affiche Mélenchon Premier ministre était apparue comme un élément de la dynamisation de la campagne des législatives en 2022. Aujourd'hui, comment te dire, on n'a vraiment, vraiment pas envie de voir ça sur les murs, quoi, si on veut que le Front populaire gagne. Bon, Et allez, la suite au hein, prochain numéro, la suite demain. Ciao, ciao. ciao.